Salut à tous, c'est Anthony. Voilà, on est dans le studio d'enregistrement, c'est ma chambre. Je suis aujourd'hui avec Eric Zitter, un pote que j'ai rencontré dans l'école de coaching qu'on a fait ensemble. Je tenais à vous le présenter parce que pour moi, c'est un homme de cœur, comme nous tous d'ailleurs. Et il a plein de choses à nous partager. Salut Eric, comment ça va? Salut à tous, salut Anthony, super. Tu peux allumer on air derrière? Non, je peux pas. Désolé, c'est juste un tableau, c'est du fake. Il y a beaucoup de fake news en ce moment. Bah voilà, c'est le tableau, c'est du fake aussi. C'est pas mon studio, c'est juste ma chambre. T'es où, Eric, là? Là, je suis aussi dans la chambre. Je suis posé sur le lit parce que, vu le confinement, on vit dans un petit appartement de 50 mètres carrés à 3. Donc, voilà, les dames sont à côté en train de faire ce qu'elles ont à faire cet après-midi. Et puis, bah, moi, je suis avec vous, avec toi, sur cette interview. Super. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je suis super content d'avoir Eric avec nous parce que j'ai rencontré Eric il y a combien de temps que se connaît? Un an et demi? Ah, ça va faire un peu plus de 2 ans. Ouais? Non, un peu plus de Bah deux. oui, oui, ça fait, on aurait été certifié au mois de juillet, Anthony. Et, non, ouais, un an et demi, ouais, t'as Un an raison, et demi, pardon. hein? Ah, Ouais, ouais, ouais. j'étais bon en maths généralement à l'école. Ouais, ben, moi aussi, mais tu vois, comme quoi, le temps Et le peut temps, paraître différent, hein. l'âge, tout ça, quoi. Il peut paraître différent, le temps. Bon, l'âge a peu d'importance en fin de compte. Il Exactement. n'a que l'importance qu'on lui accorde. Exactement. Montre-moi voir ton tableau là au-dessus. Non, Allez. non, c'est ma belle-mère. Ok, bon, vous ne le verrez pas, moi je l'ai vu. Voilà, peut-être que vous allez le deviner pendant la vidéo, pendant l'interview. Du coup, Eric, tu pourrais nous dire voilà, brièvement qui tu es? Alors, moi, je suis aujourd'hui un homme de l'Ouest vivant sur un bout de terre, une presqu'île, là, 5 km en mer, qui vit très bien dans cet endroit-là et qui vient s'y ressourcer depuis peu. J'ai vécu 14 années de ma vie auparavant, qui ont été des années fortes et intensives d'un point de vue professionnel et personnel. Après, on est parti d'ici pendant quelques années, à droite à gauche, barouder le monde. On est parti en Asie, on a fait des petites choses à droite à gauche. Et puis, on y revient. Là, ça fait 3 mois qu'on est de retour au Croisic et les choses se redébloquent, si je peux dire ça comme ça. Les choses n'avançaient pas depuis 2 ans et demi, un peu coincées. Et là, ça se redécoince progressivement, comme quoi on peut être aussi lié à un endroit, à la terre, à des énergies qu'on ne maîtrise pas forcément ou qu'on a besoin d'apprendre à maîtriser ou à comprendre. Et c'est un endroit où je suis bien et où je suis moi. C'est ça qui est marrant. C'est important. On va Ouais, sûrement, on va sûrement en ouais, parler d'ailleurs dans l'interview. Donc, c'est ça ce que j'aime avec toi, c'est que quand je t'ai rencontré, j'avais vraiment l'impression que tu avais eu à peu près 15 vies. Tu as beaucoup baroudé, tu as fait pas mal de jobs ouais. différents, voyagé, et je me reconnaissais bien là aussi. Et puis, tu as parlé aussi des énergies, on en parlera peut-être aussi un petit peu. Et Ouais. puis, le dernier point, c'était tu as dit que tu étais toi-même. Et je crois que c'est aussi l'une des qualités des hommes de cœur d'être soi-même et d'être complètement transparent et avec qui ils sont et d'accepter qui ils sont. Et Ouais. je voulais te poser la question, tu as eu quelques moments difficiles dans ta vie. Euh, je voulais savoir, est-ce que c'est ces moments, tu pourras nous en parler si tu veux, mais est-ce que c'est ces moments qui t'ont rendu justement quelqu'un d'ultra ouvert et d'accepter ce qui est, tout simplement, de lâcher prise et d'accepter ce qui est? Ou est-ce que tu étais comme ça déjà avant? Il y a très certainement quelque chose qui a fait que tu es devenu comme ça, même si c'était plus jeune, mais en tout cas, moi, c'est une qualité que je te voue vraiment, c'est ce lâcher prise et cette acceptation de tout ce qui vient et de tout ce qui est.
Ouais, ouais, ce qui est un peu bizarre, en plus en t'écoutant, j'y réfléchis en même temps, c'est marrant ça. Le coaching, ce petit, je descends du vélo et je me regarde pédaler, tu sais, en même temps je réfléchis, je suis en train de regarder mon cerveau, il va regarder dans tous les sens, ça part de partout là-dedans. C'est un vrai bordel là-haut. Et en fin de compte, je me dis que, le lâcher prise, ça peut pas être un état permanent. Tu ne lâches prise que par rapport à une situation ou une problématique ou à quelque chose. Si tu lâches prise tout le temps, tu te casses la gueule. Donc, tu es obligé de te rattacher à quelque chose, tu es obligé de te rattacher à ce que tu es, ce que tu aimes faire, ce que tu aimes voir, ce que tu aimes entendre. Donc, le lâcher-prise, il est lâcher-prise sur une situation qui peut te poser problème, sinon tu n'as aucun intérêt à lâcher prise. Alors oui, apprendre à lâcher prise, bah ouais, c'est les aléas de la vie qui t'apprennent à lâcher prise. Après, il faut le travailler un petit peu, tu lâches prise de différentes manières, on va tous lâcher prise de différentes manières, ça va être très introspectif, ça. Euh, ouais, ouais, c'est les coups de poing dans la gueule que tu prends, c'est les coups que la vie te porte, que les autres te portent, qui te permettent aussi de te forger et de réagir. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, Ouais, comment… mais depuis tout petit. Ouais, Depuis tout petit, c'est tes frères et sœurs, c'est comment tu es avec eux. Avec mon frère, on se foutait sur la gueule, clairement. On se foutait des et tu penses peignets que ça a aidé ça? à 10 ans. Ça m'a permis de regarder l'aspect du combat autrement, ouais. Pourquoi je D'accord. me battais avec mon frère. Ok. Et ça servait à quoi? Qu'à rendre plus fort un ego et assouvir un ego et un besoin de dominer. Est-ce que, Euh, est-ce que du coup, tu peux nous parler de ces moments difficiles là que tu as vécu et ouais, ouais, bon, de il y en justement a, comment tu les à as vécus, différentes quoi, comment périodes tu de les la as… vie. Le premier grand coup que j'ai pris, c'est la question de la stérilité. J'ai appris assez jeune, j'avais, que je ne dise pas de bêtises, 22 ans, quand j'ai appris que j'étais stérile. Ok. Voilà, d'un point de vue médical. Tout simplement parce qu'on essayait de faire un enfant étant jeune. Je connais ma chair et tendre depuis 30, oh là, que je dise pas de conneries, 30, ça va faire 34 ans cette année. 34 Ok. ans cette année et 33 ans de mariage cette année. Félicitations. Et donc, on voulait avoir un enfant, comme à l'époque, assez jeune. Donc, on s'est marié, j'avais 20 ans, 22 ans, on essayait d'avoir un enfant. Et là, tu t'aperçois que ça ne marche pas. Bon, ok, pourquoi ça ne marche pas? En fin de compte, tu n'en sais rien, toi, tu n'es pas médecin. Donc, tu te retournes vers le corps médical. Le corps médical te dit, bah, écoutez, monsieur, c'est une bonne question, je ne sais pas. Ah, bon, alors si vous ne savez pas, je ne sais pas qui va savoir. Et puis, il y avait plusieurs possibilités où tu acceptes tout de suite et puis tu essayes de te diriger vers autre chose, où tu te dis, je vais jusqu'au bout des choses et j'essaye de comprendre le pourquoi du comment. Et ça a été ma réaction. Moi, j'aime bien comprendre comment ça marche, pourquoi, enfin, avant de prendre une décision, d'agir ou de penser autrement. Et donc, je suis allé jusqu'à la biopsie testiculaire, où tu es dans une chambre à l'époque d'hôpital, tu n'as pas de soins pendant 3 jours parce qu'on ne te considère pas comme malade, mais en même temps tu n'y es pas, et on a oublié de te faire tes pansements et tes soins. On n'oublie pas les garçons que c'est les gougounettes, hein, l'appareil en va là. Et puis là, tu prends un peu sur toi quand même. Et puis là, la science ne t'apporte toujours pas de réponse parce qu'il n'y en a pas. À l'époque, il n'y en avait pas, alors je ne sais pas si on m'en apporte une aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas de réponse à part, monsieur, vous avez une azospermie, c'est-à-dire azospermie, ça veut dire pas de spermatozoïdes du tout à 100%. Donc, impossible de procréer, c'est même pas une infime petite chance. D'accord. Et voilà. Tu fais avec, hein. C'est comme ça, tu te prends, ou je sais pas, tu ouvres le gaz. Comment tu l'as vécu, toi? C'est dur hein, quand tu as 20 ans, que tu es en plus à cette époque-là, j'étais footballeur, j'étais sportif de bon niveau, assez orgueilleux. Enfin bon, c'est compliqué, tu prends une bonne claque dans la gueule quand même, hein, tu ne peux pas procréer. Donc, dans l'idée masculine depuis la nuit des temps, tu ne peux pas faire perdurer le nom. Parce qu'il y a cette question-là aussi. Eh oui. C'est comment le nom de famille perdure. Eh Ah, bah oui. ouais. Eh oui, 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 La fameuse oui. responsabilité de l'homme de faire perdurer ce nom de famille, ouais. Ouais, ça a bien changé depuis. Heureusement, madame peut mettre son nom en plus du nom de monsieur. Donc, c'est très intéressant ça.
Et donc, tu réfléchis et tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Tu vis dans cette condition-là où tu essaies de trouver une solution pour répondre à ton besoin de paternité. Parce que la paternité arrive à un moment où ça devient, comme pour madame, ça devient un besoin à assouvir. Donc, quand tu ne peux pas le faire naturellement, il y a d'autres solutions qui existent. On a un parcours qui est un petit peu compliqué pour les deux, hein, parce qu'on a fait le choix d'essayer la procréation assistée, médicalement assistée. Donc, madame a vécu des fécondations in vitro au nombre de 4, dont une caprice et qui s'est soldée par une fausse couche au bout d'une semaine. Et donc, on s'est tourné progressivement vers l'adoption. Un jour, un médecin, très gentiment, un jeune médecin me dit « Mais qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi, de la pierre ?» Ça te fait réfléchir un peu autrement, tu te dis « Ah ouais, c'est pas con son truc là. » Ouais, des cailloux, ouais. Pour qui, pourquoi voilà, et on a adopté une grande fille qui vit avec nous aujourd'hui, qui a 22 ans au Vietnam, et on est très heureux de cette situation. Ok, Et ça m'a, je pense que c'est la plus grande claque qui a commencé à m'ouvrir les yeux sur la vie, ce que c'était que la vie. d'accord. Ouais. Et Alors après, vécu un certain nombre d'autres situations qui te font réfléchir, changer de perspective ou de façon de voir les choses. Ce que j'adorais tout au long de ma vie jusqu'à maintenant, hein, j'espère que ça continuera, je pense que j'ai encore plus d'outils aujourd'hui pour le faire. C'est en fin de compte, quand j'ai une problématique, c'est d'avoir plein de paires de lunettes différentes, de prismes différents pour aller regarder la problématique et de voir en fin de compte ce qu'elle fait chez moi, cette problématique-là. En fonction de ce qu'elle fait chez moi, je me dis, tiens, putain, si elle fait ça chez les autres, c'est dur. Hein. Donc ça pique. Par moments, ça pique un peu, mais c'est normal que ça pique. Et il n'y a que quand ça pique que tu peux avoir, pour répondre à ta question, cette question de lâcher prise. Si ça pique pas, tu lâcheras jamais prise. Jamais. intéressant. Intéressant. Et du coup, je prends des notes parce que ça m'intéresse. Pourquoi tu as besoin de lâcher prise? Tu veux que je te coach? Ah, écoute, le lâcher prise, non, ça va. Pour l'instant, ça va. Mais j'ai aussi appris que parfois, on pouvait avoir la sensation de, de maîtriser quelque part un lâcher prise et qu'au final, il peut y avoir différents contextes qui arrivent dans ta vie qui font que, bah, en fait, non, non, le lâcher prise, il y a un moment donné, tu l'avais, tu réussissais à l'avoir, à le matérialiser, et là, il y a une situation qui fait que, non, c'est plus compliqué. Donc, je pense que ça, c'est ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que rien n'est permanent, donc il faut toujours se remettre en question, et c'est pas parce qu'à un moment donné, on était comme si qu'on le sera toute notre vie. Et c'est ça la beauté aussi de la vie, voilà, d'avoir des challenges, du changement. C'est aussi chouette. Mais le changement, ça n'existe pas. De quoi? Le changement n'existe pas et la conduite du changement n'existe pas plus que le changement. Ben non, Il y a 10 secondes, ce n'était pas pareil. Dans 10 secondes, ce ne sera pas pareil. Donc, exactement. la question de conduire le changement, d'accompagner le changement, c'est accompagner la vie et l'évolution de la vie. Oui, Il n'y a rien qui change. rien ne change, tout est en permanence. Mais rien Ah, ne- attention, ma connexion est instable, mais c'est un peu normal. Il ne faut pas s'inquiéter, ça va revenir. D'accord. Écoute, je voulais. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu fais, toi, du coup, aujourd'hui, en tant qu'homme de cœur? Oh. Pas grand-chose, en fin de compte. J'essaye de. Enfin, je pense que j'ai compris pas mal de choses dans mes modes de fonctionnement. J'essaye d'être attentif à ne pas blesser volontairement l'autre quand j'ai un échange ou que j'ai des propos que ça pourrait blesser, mais complètement involontairement. Euh, Si c'est involontaire, en fin de compte, c'est pareil, c'est un facteur exogène et en fin de compte, ça ne m'appartient plus. Par contre, si je le fais volontairement, ça m'appartient. Ouais. Et, euh, et je ne veux surtout pas le faire volontairement. Donc, je suis assez attentif à l'autre et j'essaye de comprendre l'autre. Mais pour ça, il a fallu que je travaille beaucoup, beaucoup sur moi.
Et toi, tu es un peu plus jeune que moi et tu le fais plus tôt. Cette histoire de coaching et de formation en coaching professionnel me permet d'aller chercher très profondément en moi euh, ce que je peux faire vivre à l'autre. Dans le sens où cette histoire de coaching, c'est aussi un risque de manipulation du cerveau de l'autre. Ouais. On a des techniques, on est très fort pour aller observer ça. Lui faire penser d'une autre façon, c'est pas si compliqué que ça en fin de compte. Et ça, je peux pas aller sur ce penchant-là, si tu veux. Pour moi, c'est le côté malsain, manipulatoire, au même titre que de blesser quelqu'un volontairement. Donc, si je le fais, c'est à la demande de quelqu'un, d'où le métier de coach, puisque c'est le client qui demande, et c'est pas toi qui vas vers, c'est le client qui te demande d'intervenir, et tu conviens d'une intervention sur un sujet précis. Tu n'interviens pas avec un sujet dans la totalité. D'accord. Tu interviens sur une question du sujet, une question que le sujet se pose. Ok, ça c'est intéressant. Et c'est dans cet aspect-là que moi, ça me permet d'aller observer ce que je suis, de la façon dont les gens me voient à travers ça. Et en fin de compte, ce qui m'intéresse, c'est que, un peu comme toi, tu as pu le percevoir, je pense, c'est de voir à travers la façon dont je vis, dont je parle des choses, dont je parle de moi, que, en fin de compte, c'est un peu ma façon de voir la vie. Et- Souvent, j'entends la vie est un combat. Bah, pour moi, la vie est surtout pas un combat. Surtout pas. Si la vie est un combat, bah, tu ne feras que te battre, et puis à un moment ou à un autre, de toute façon, tu vas tomber sur un guerrier qui sera plus fort que toi, tu vas mourir. Ça ne veut pas dire que tu ne mourras pas. Tu mourras, mais tu ne mourras pas d'un combat. Tu vas mourir de dégénérescence cellulaire, ce qui est tout à fait naturel dans le parcours de vie. Mais tu ne Là mourras pas d'un aussi, combat. alors, tu dis ça, et puis d'un autre côté, tu t'es quand même battu contre une maladie aussi. Pour toi, c'était pas un combat? Non, je ne me suis pas battu contre la maladie. En fin de compte, si je me bats contre la maladie, c'est de la même façon que le combattant. À un moment ou à un autre, la maladie prendra le dessus et je mourrai de la maladie. Non, 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 la maladie est un état physique à un moment donné. À partir du moment où tu en es conscient, tu as deux possibilités pour moi. Soit tu es malade, soit tu n'es pas malade. Si tu n'es pas malade, eh ben, tu continues à vivre en sachant que la maladie pourrait être là, mais en fin de compte, elle n'est pas là. Elle est que dans l'idée d'être malade. Si tu, comment dire, dans le coaching et puis dans nos aspects de vie, on dit souvent que ton futur, tu le connais déjà, puisque de toute façon, le futur n'est que la répétition de ton passé et de ton présent. À partir du moment où tu vois le futur comme l'humanité la voit d'ailleurs, hein, l'homme doit toujours contrôler tout, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'homme maîtrise tout, contrôle tout, et la femme est la personne assouvie de l'homme. Bah, le futur, il sera comme ça à partir du moment où notre futur ne fait que répéter ce qu'on vit depuis des centaines d'années. Ouais. Et au final, mais c'est pas ça, en fin de compte. Au final, c'est et la maladie, c'est pareil. Pour répondre à ta question, c'est si je suis malade et que je considère, que j'accepte d'être malade, mais que je considère qu'il n'y a que ça, que la maladie, et ben mon futur ne sera fait que de la maladie. Si j'accepte que la maladie est un instant présent, mais pas futur, je n'aurai pas besoin de me battre contre la maladie. C'est qu'un D'accord. présent qui va. Ok. Et Euh, euh, c'est quoi ta contribution pour faire un monde meilleur? hum, hum, une bonne question, ça. J'en sais rien. J'en sais rien. En fin de compte, ma contribution pour faire un monde meilleur, ce serait de partager un peu, comme tu nous le proposes là, ce qui est intéressant. Mais c'est surtout ce que vont en prendre les autres. Parce que c'est un monde meilleur pour qui? Pour moi ou pour les autres? Si c'est un monde meilleur pour moi, je sais ce que j'ai besoin de faire pour avoir un monde meilleur pour moi. Et encore, je ne me plains pas. Hein. Au bord de la mer, tranquillou, je fais 1 kilomètre en mer, il fait beau, il y a un beau soleil, il y a les goélands qui gueulent, tout va bien, quoi. Normal. Même s'il y a le corona, ben ouais, et même s'il y a le corona, mais en même temps, on est là où on a envie d'être. Toi, où tu es aujourd'hui, tu as bien envie d'être là. Personne t'a forcé à être là. Non, non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et, et On n'a si, jamais si on changé. t'avait forcé, là, par contre, ce serait grave.
Ouais. Ce serait À sûrement partir du moment où d'avoir accepté qu'on m'ait forcé, non? Après, il y a ouais. évidemment des situations où on n'a pas le choix parce que, bon, on se retrouve. Ah, ça c'est intéressant. T'as pas le choix. T'as pas le choix de quoi? Ouais, je pense que quand tu vois quelqu'un, un prisonnier ou dans des situations d'esclavagisme ou des choses comme ça, il y avait des périodes où D'accord. on n'avait pas le choix. Donc là, où on utilise la force, mais on a le choix de s'évader, On ou a de le choix tenter de d'essayer. s'évader. Oui, oui, on a le choix d'essayer, ça c'est clair. C'est clair. Voilà. Ouais. Donc, en fin de compte, tu as toujours une possibilité de choix. La vie n'est faite que d'enchaînement de choix. Ouais. Tu Et du choisis la coup, situation dans laquelle tu as envie d'être. oui, 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 c'est sûr. Du coup, je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure. Il me disait, ouais, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bon, normal. Sauf que quand même, tu contribues en ce moment à un monde meilleur en aidant des soignants qui sont. Ah, sur ce projet-là, ouais, je contribue. Bon, on voit fleurir un petit peu partout hein, sur la toile là, par rapport à cette infection mondiale. Je ne sais pas si on peut parler de pandémie. Pour moi, pandémie, le taux de mortalité est supérieur à ce que l'on vit, même s'il est déjà très important et que c'est déjà beaucoup de trop. La pandémie, c'est encore plus que ça pour moi, hein, dans ma définition de la pandémie. Donc pour moi, on est dans une infection virale mortelle importante avec un taux très élevé. Et la réaction politique mondiale, hein, puisque tout le monde y vient progressivement, c'est de confiner les gens à l'intérieur. Alors si vous avez regardé la Casa des Papel, c'est le moment d'aller faire le casse du siècle. Il n'y a personne dans les rues. Donc ouais, je sais pas si les banques, elles sont. Moi, avant qu'il y ait le confinement, je passais devant deux, trois banques et je voyais des gens qui Non, faisaient mais la queue. la Casa des Papel, c'est pas les banques. Hein. Tu vas fabriquer tes propres billets. L'idée, Ah, elle d'accord, est ouais, géniale. Le moment, il est extraordinaire pour ça. jamais Il faut regardé. trouver la. À part Santa Barbara, la petite maison dans la prairie, j'ai jamais regardé de série. Bon. Et en fin de compte, je contribue à accompagner d'un point de vue coaching individuel et accompagnement d'équipe. Et on va être plus là sur de l'échange entre pairs. On ne va pas parler de coaching d'équipe parce que c'est un terme que je comprends pas trop et que je fais pour faire en fin de compte. Pour moi, le coaching, c'est individuel et les mécanismes de fonctionnement en équipe, ils relèvent un peu d'autre chose. C'est une somme d'individualité dans un collectif. Enfin bon, c'est un peu différent. Le coaching, il vient vraiment toucher ce qu'est la personne en plus profond d'elle-même, mais je ne sais pas comment je pourrais toucher de la même façon plusieurs personnes. C'est pour ça que j'ai du mal, tu vois. Ok, Donc, ouais, j'accompagne, en fin de compte, d'un point de vue coaching individuel, des gens qui sont aujourd'hui dans des situations d'accompagnement sociaux et médico-sociaux. Donc là, là, on est en train de rédiger un contrat, mais à titre gracieux, hein, pour des EHPAD qui sont, on l'a vu dans les actualités, et c'est pas très loin des actualités d'ailleurs, euh, touchés par un taux de mortalité ou un taux de contamination très très élevé. Et il y a un peu un phénomène de panique des salariés, ce qui peut se comprendre. Hein. Ils sont confrontés à leur propre définition ou leur propre image de la mort et de leur propre mort. Donc ça déjà, c'est difficile à aller regarder. ouais, Et, ça fout un peu la trouille, mais euh, une fois que tu l'as regardé, tu n'en as plus forcément peur. ouais, ouais. Il faut aller le regarder. C'est ça qui fout la trouille. Et ça, c'est typiquement, voilà, c'est ça être un homme de cœur aussi. C'est donner de son temps, donner de son énergie, de ses compétences envers une cause, voilà, qui est noble. Enfin, pour moi, qui est noble et c'est aider son prochain, l'accompagner. Comme tu disais tout à l'heure, j'avais une question pour toi sur est-ce que tu aurais des outils, un outil pratico-pratique ou des outils à partager à nos hommes de cœur, à nous. Tu disais tout à l'heure que tu essayais de faire en sorte de ne pas blesser la personne que tu avais en face. Ça peut être un outil par rapport à ça, mais ça peut être autre chose, évidemment. Est-ce que tu aurais un truc à partager à ces hommes-là qui nous écoutent et qui sont voilà, en questionnement, qui sont des hommes de cœur et ils ont besoin d'outils pour être plus eux-mêmes? Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler outil. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, beaucoup en vie de couple en ce moment. Euh,
c'est quand je dis quelque chose, je me mets systématiquement en position d'écoute derrière. Ou quand quelqu'un me dit quelque chose, j'intensifie mon niveau d'écoute et ma qualité d'écoute. J'essaye d'être présent pour pouvoir écouter, pas entendre, écouter. Ok. Et quand je dis écouter, c'est à la fois la demande, la question, et à la fois ce que ça véhicule en termes d'émotion. Et ça revient à éviter de blesser l'autre. C'est-à-dire que si je n'ai pas écouté, je pourrais avoir une réponse qui est complètement inappropriée, inadaptée. Et là, je vais obligatoirement blesser l'autre et je vais le faire d'une façon malheureusement volontaire parce que je n'ai pas écouté. D'accord. Ok. Ah, super. Donc, c'est de se rendre disponible. Et ça revient un peu au lâcher-prise de la question de tout à l'heure, mais c'est le lâcher-prise de l'instant T. Du moment ici et maintenant tout de suite. C'est je lâche ce que j'ai pour écouter quelqu'un. D'accord. Ok. Ouais, écoutez, Alors, à la fois quand c'est quelqu'un qui a une demande ou une discussion particulière, et à la fois quand c'est moi qui apporte une réponse ou une question ou un sujet de discussion, une fois que j'ai envoyé ce que j'avais envoyé verbalement, je me mets en position d'écoute. ok. Voilà. Ça, Ok. pour moi, c'est un manque profond chez l'humain. Il croit qu'il écoute et il n'écoute pas. Ouais. Et ça, C'est-à-dire, voilà, tu fais quelque chose, enfin, en tout cas, tu écoutes quelqu'un, tu n'es pas là à regarder ton téléphone ou, par exemple, là, moi, j'étais en train de jouer au blackjack, là, derrière la vidéo. Non, ça se fait pas. tu peux, si tu as la capacité corticale, de dissocier ton cerveau entre les deux. Non, je plaisante, hein, je plaisante, Mais, évidemment. mais tu peux, non, quand je dis se mettre à l'écoute, ça va au-delà de l'écoute du sens de l'ouïe. Écouter, c'est percevoir l'émotion de l'autre. C'est quelle émotion ça véhicule, ce qu'on est en train de discuter. Ouais, ouais. Est-ce que je vais me mettre en colère? Est-ce que je vais le rendre joyeux? Est-ce que ça lui apporte un peu de bonheur? Est-ce que c'est de la tristesse? Voilà. C'est ça, écouter. C'est ça, écouter. Et là, tu peux réagir avec l'émotion véhiculée. Puis elle va obligatoirement te faire quelque chose, cette émotion-là. Obligatoirement. Et si tu n'écoutes pas, cette émotion-là, bah, elle te passe à 10 km, et puis en fin de compte, tu as entendu. Tu n'as pas écouté. Ouais, Tu vois la différence entre l'écoute et entendre? bien sûr. Entendre, tu n'entends que les mots. Écouter, tu perçois. On va revenir aux énergies. Tu perçois les vibrations. L'émotion, c'est aussi des vibrations. Euh, la question de ces énergies, c'est. Moi, c'est compliqué à définir pour moi parce qu'il y a des choses que je peux pas expliquer parce que je les maîtrise pas en fin de compte. Je les perçois, j'arrive à les comprendre de façon très intériorisée, j'arrive pas à les expliquer. Mais au départ, il y a deux choses qui sont assez simples. On vit sur une planète qui, d'un point de vue tellurique, a deux entités complètement opposées, le pôle Nord et le pôle Sud, et on sait que ce sont deux pôles magnétiques. C'est reconnu scientifiquement, tu prends la boussole, tu sais où tu vas au nord, magnétiquement. Pour moi, il paraîtrait complètement incohérent de concevoir qu'on n'y est pas sensible. Si on vit sur cette planète, si on est posé dessus, qu'est-ce qui ferait que ces énergies-là ne nous traversent pas et qu'on ne puisse pas y être sensible? Donc pour moi, on est traversé en permanence par ces questions de flux énergétiques. La question derrière, c'est est-ce qu'on peut les percevoir? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Et si oui, qu'est-ce qu'on en fait et comment? Donc moi, je travaille là-dessus depuis très, 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 très longtemps. J'étais assez jeune, je magnétise d'ailleurs, je m'amuse avec ces énergies-là, je joue avec, et notre corps, obligatoirement, est sensible à ces passages énergétiques, que ce soit d'un point de vue musculaire, ossature, ou de nos propres viscères. Toi qui fais du yoga, toi qui fais toutes ces énergies et des chakras, des machins, tu sais de quoi je parle. Et les chakras, même si on le met
d'une façon très verticale hein, dans le schéma des chakras, même si tu as la partie droite, la partie gauche, et tes 7 chakras, avec ton chakra sacré, ton coronal, l'ouverture du sacré qui va amener ce passage d'énergie, et en même temps, tout ce que l'on vit intérieurement et tout ce que l'on enfouit dedans, si on imaginait un sac de cailloux à l'intérieur, bah, tu imagines que cette énergie, bah, elle a du mal à passer, ou elle prend une autre direction. Bah, Oui. c'est exactement ça, cette gestion des énergies-là. C'est qu'est-ce que tu as foutu à l'intérieur là pour que le flux, bah, en fin de compte, il passe plus. Et du coup, tu nous as partagé là, le fait d'avoir une position d'écoute par rapport Hum, à quelqu'un pour justement euh, pas le blesser, en tout cas écouter la personne telle qu'elle est, avec ses émotions, avec sa demande. Est-ce que hum. vis-à-vis de ces énergies-là, tu travailles sur, tu disais que tu faisais du magnétisme, tu travailles dessus depuis longtemps, mais il y a des choses qui sont réalisables facilement. Ouais, ouais, de façon très très simple. Ça prend beaucoup de temps dans une vie, mais en même temps, c'est passionnant à regarder. C'est euh, si l'énergie, elle est partout autour de nous. Cette énergie-là, elle porte obligatoirement des vibrations. Si vous prenez la position de méditation, un peu bouddhiste ou hindouiste, où on est en position de tailleur, les deux mains, paumes vers le ciel, posées sur les genoux. Ouais, Si on écarte un petit peu les doigts comme ça, là, il y a un truc qui est vachement marrant à faire, c'est d'essayer de percevoir l'énergie qui est véhiculée à travers ma main et à travers chaque doigt. Parce que ce n'est pas forcément la même énergie. Et dans les chakras, on a dans la main, hein, le 1, il est ici, le 2, il est là, 3, 4, 5, 6, et le 7, il est au milieu. Ce qui veut dire qu'effectivement, dans cette zone de main, les énergies sont pas au même endroit. Et pourtant, on essaie de les faire passer verticalement. et du coup, Donc, si on veut s'amuser, oui, allez capter ces énergies-là. Et on peut l'absorber, l'énergie, et on peut aussi la restituer. C'est ce que fait un peu un magnétiseur. En fin de compte, un magnétiseur, qu'est-ce qu'il fait il capte les énergies qu'il perçoit et il perçoit des déséquilibres énergétiques. Et en fin de compte, un magnétiseur, ce qu'il fait, c'est simplement de réaligner les équilibres énergétiques. Il ne ouais. fait que ça. Et Une fois qu'il a rééquilibré, tu fais moi ça. je fais ça. Ok. Donc, Moi je fais ça. en Je plus fais du. ça et si un jour on a la chance de se rencontrer en dehors de toi, on se reverra, mais avec d'autres, on pourra s'amuser. Je vous ferai faire des petits exercices comme ça où, en fin de compte, vous mettez simplement votre main à travers les deux miennes et vous allez sentir complètement les énergies. D'accord. Entre froid chaud que je fais balader, picotement, pas picotement, que je vous fais percevoir des choses. C'est assez marrant à faire ça. Donc, tu me l'avais déjà fait. Je Ouais, témoigne. t'as dû l'avoir, toi. Toi, t'as dû Pardon? l'avoir. Ouais. Ouais, T'as dû le ouais, faire, ça. je me souviens, je me souviens. On était en train de boire une bière pendant l'école de Ah poker. ouais, ouais, Je c'est me vrai, souviens. ouais. Et alors, tu l'as vécu comment? Est-ce que tu C'est aurais surprenant ou pas? Pardon? C'est surprenant ou pas? Ah ouais, c'est surprenant. Bon, moi, je suis relativement ouvert à tout ce qui est énergie, donc c'est quelque chose qui m'a pas surpris, mais c'est vrai que c'est un exercice je pense que les gens qui n'ont pas du tout de notion énergétique, c'est vrai que ça peut Ouais. effectivement choquer, se dire, mais mince, Hein? qu'est-ce que c'est que ça? Quel magicien, Ouais. dis donc. Absolument pas. Ah oui, 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 Il n'y a pas de magie là-dedans. Est-ce que, merci pour ces conseils. Du coup, est-ce que tu aurais un livre à conseiller à nos hommes de cœur? Alors, il y en a un que je trouve très marrant, qui se lit assez vite et qui va rejoindre un peu tout ça, qui est de Robert Sutton, un ingénieur américain qui s'appelle Objectif Zéro Salcon. J'ai zéro salle. Objectif Zéro Salcon de Robert Sutton. Sutton. Ok, Ouais. je regarderai ça. Je vous le Euh, mettrai. Je vous le mettrai en bas dans la définition, les amis. ouais, parce que celui-là, il est assez marrant. Il est assez marrant parce qu'on pense toujours que c'est toujours l'autre le sale con. Mais moi, je suis le sale con de qui? Et ouais, exactement. C'est clair. Bah ouais.
de notre petit spectre, notre perception très individualiste. Moi, je ne peux pas être le sale con de quelqu'un, c'est obligatoirement les autres, les sales cons. Mais si. De mon chien, peut-être. Est-ce Enfin, que… attends, ça te permet de voir les choses autrement. Si tu acceptes d'être le sale con de quelqu'un, bah ok, je suis le sale con de quelqu'un. Oui, bah bien sûr. On ne peut pas plaire à Donc, tout le monde, évidemment. objectif zéro sale con, commençons par nous-mêmes. Ouais, C'est pas mal, tu vois, comme. c'est pas mal. Tu vois, ça me parle, tu vois. Je pense que je vais aller faire un tour dans une librairie. Bon, en ce moment, pas trop. Je ne suis pas trop pour Amazon, mais bon, voilà. Alors, Euh, c'est compliqué. Après, tu en as un autre qui est un peu plus récent, que je finis, qui est un peu plus compliqué en lecture. Par contre, il va dans l'introspection, c'est l'Empire des croyances. L'Empire des croyances. Ah, mais oui. Ouais, je vois ce que c'est. De qui? Très bonne question. Putain, je suis en train de le lire en ce moment. Je ne sais plus. Il faut regarder. Non, mais de toute façon, Attends, je je vais regarde trouver. en même temps sur Internet. Je vais trouver avec Internet. Internet marche encore, donc c'est bon. C'est ça. Écoute, merci pour ça. J'ai deux questions. La première, c'est Gérald de Bronner. Gérald de Bronner. Ça marche. Bronner, B-R-O-2-N-E-R. C'est un peu plus alors, compliqué à lire. Je ne sais pas si c'est le terme compliqué. Ça demande un peu plus d'introspection dans la compréhension, je trouve. D'accord. En fin de compte, ça fait écho à notre propre construction identitaire, puisqu'on est tous construits qu'à partir de croyances, et les croyances sont basées sur la connaissance. Maintenant, on a plein de croyances qui, individuellement, on n'est jamais allé vérifier la connaissance derrière. On croit, comme ça, à brûle pour point, les connaissances de quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne l'ai pas vérifié. Et pourtant, j'y crois dur comme fer. Ouais. Donc, à part de tout ça, l'empire des croyances, c'est assez intéressant dans la construction identitaire. Ouais. D'accord. Merci beaucoup pour ces conseils. Est-ce que, je te disais, j'ai deux autres questions. La première, c'est, aurais-tu le nom de quelqu'un que je pourrais interviewer là comme ça, de la même manière que ce que je fais? Quelqu'un que tu considères comme un homme de cœur? Ouais, il y en a un, il s'appelle Anthony. Anthony, tiens, je vais me faire une vidéo avec moi-même. Ouais, il y en a un que je pense tu connais, je ne sais pas si tu as pensé à lui ou pas, qui était avec nous en formation. Euh, je pense que c'en est un et qu'il ne le sait pas lui-même. D'accord. Foued. Ouais, ok. Eh bien, écoute, c'est une très bonne idée. Une très bonne idée. Est-ce que… Et la dernière question, c'est si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais? Rien. Rien du tout. Non. Ça marche. C'est beau, c'est un homme heureux, comblé, un homme de Hein. cœur. Merci Eric pour ton temps et pour ton partage. Je t'en prie. Avec plaisir. Je mettrai tes références, ton site, etc. dans la description. Ouais. Où est-ce qu'on peut te contacter, s'il y en a qui voudraient te contacter éventuellement? Si tu mets mon site, normalement, tu as tout dessus. Ok, bon, écoute, parfait. Voilà, tu as tout dessus, tu as mon téléphone, tu as, le mail, il y a tout dessus, donc c'est plus facile. Allez, Oui, avec plaisir d'échanger. en tout cas, merci beaucoup pour cet échange et puis au plaisir de se revoir autour d'un apéro homme de cœur ou d'un séjour ou de voilà d'échanges dans Un apéro bien sévère. Pardon? Un apéro bien sévère. Un apéro bien sévère. Bon, bah écoute, je te fais un gros bisou. Ouais, Ciao, à Eric. bientôt. À bientôt la communauté. Ciao. Ciao.